Bonjour, je m'appelle Monia Djilali, je suis psychologue et addictologue. Ma spécialité, ce sont les addictions. Dans ce podcast, je vous propose de voir comment gérer les envies et prévenir les rechutes. Parce que le tabac est un apprentissage et l'objectif, c'est d'y aller pas à pas, étape après étape. Comment gérer les envies lors de l'arrêt? Alors, il est primordial de comprendre ce qui se cache derrière chaque envie. Quel type de dépendance il va y avoir derrière les envies, pour pouvoir mieux y répondre. Si c'est une dépendance physique, si c'est une dépendance comportementale ou psychologique, on ne va pas y répondre de la même manière. Mais au départ, il faut savoir qu'une grande partie des envies, derrière, il y a la dépendance physique. C'est pourquoi on propose un accompagnement pour les fumeurs qui sont dépendants physiquement avec des substituts nicotiniques. Il existe 2 types de substituts nicotiniques. Le premier, c'est les patchs avec une diffusion continue et lente. Et puis, on a aussi les substituts nicotiniques oraux. Très souvent, on fait une combinaison des deux. Alors, je vais vous les présenter. Le patch, il se présente comme ça. On le pose simplement sur la peau et on va avoir une diffusion continue. Si on a une envie de fumer, malgré une très grosse envie de fumer, malgré le patch nicotinique, eh bien souvent, ça veut dire qu'il est sous-dosé. Ça veut dire qu'il faut augmenter la dose de nicotine. Une chose qui revient aussi avec les patchs, c'est que souvent, il peut y avoir une petite réaction épidermique. Ça veut dire que vous avez une sensibilité et donc ça peut faire des petites rougeurs. Alors, il faut savoir que depuis peu, il y a des patchs hypoallergéniques. Donc, il faut en parler avec son pharmacien. Autre chose, certains me disent « Oui, mais au réveil, j'ai très très envie de fumer ». Bien dans ce cas, il existe des patchs 24 heures qu'on garde la nuit et qu'on change le matin au réveil. C'est-à-dire qu'on a une diffusion vraiment sur 24 heures. Et puis, on a les substituts nicotiniques oraux qu'on peut combiner. Par exemple, on a celui-ci, c'est le spray. Le spray, alors c'est pas pour faire de la publicité, c'est simplement pour montrer comment ça va fonctionner. Alors, je vous dis comment ça fonctionne parce que il arrive parfois que certains fumeurs rechutent parce qu'ils utilisent mal les substituts et ils les abandonnent. Par exemple, le spray, il ne faut pas l'utiliser comme un colutoire à mettre en direction du fond de la gorge, parce que sinon ça va vous donner un hoquet qui est persistant et qui peut être douloureux. Et on peut avoir une petite irritation au niveau de la gorge. Il est appliqué en fait en direction de la joue et de la langue. On va obtenir ça, c'est la version la plus rapide pour avoir de la nicotine. C'est souvent dans les pics de stress, très souvent les patients me disent qu'ils l'utilisent. On va obtenir 1 à 2 mg en 60 secondes. Vous avez vu, c'est moins rapide qu'une cigarette, mais c'est quand même assez rapide pour un substitut. Et puis, vous les connaissez peut-être, on a aussi les gommes. Alors souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on va le mâcher comme un chewing-gum. Alors si on fait ça, eh bien, ça va être la même chose que le spray, on risque d'avoir un hoquet qui est assez persistant et une petite irritation également dans la gorge. La manière de l'utiliser, c'est on fait une mastication, on fait à peu près 10 mastications, pas plus, et on vient caler la gomme entre la joue et la gencive. On attend, quand il n'y a plus de diffusion de goût, soit on jette la gomme parce qu'on a obtenu suffisamment de nicotine, ou alors on peut remastiquer à nouveau, et on vous conseille de le placer de l'autre côté. Et ensuite, on jette la gomme quand il n'y a plus de goût. Le dernier substitut nicotinique que je peux vous présenter, c'est un inhaleur. Alors celui-ci, il est très apprécié des fumeurs. Il ressemble un petit peu à une cigarette aussi, c'est certainement pour cette raison-là. On va placer une cartouche dans l'inhaleur, qui est juste ici. La cartouche, elle a imbibé en fait de nicotine, c'est la nicotine liquide. Et on va tirer dessus. En tirant, on n'a ni fumée ni vapeur. Simplement, ça envoie des micro-gouttelettes au niveau de la muqueuse buccale. Et c'est pareil, on obtient assez rapidement de la nicotine. C'est apprécié parce que je peux le mettre dans ma poche. C'est très discret, même si je suis en réunion, que je ne peux pas sortir. Je peux tirer dessus sans que ça se voit. Et j'obtiens à peu près 200 bouffées avec une cartouche. Alors, on va la changer au moment où, justement, il n'y a plus de goût non plus qui se présente. Il y a également des petites pastilles sublinguales, donc c'est à placer sous la langue. Et on attend une diffusion également lente. Donc on peut vraiment combiner les deux. Si on a décidé d'avoir un arrêt progressif, eh bien on peut diminuer ses cigarettes, mettre un patch et utiliser des substituts nicotiniques oraux également. C'est une idée reçue de penser qu'on ne peut pas fumer avec un patch. Mais tout ça avec un accompagnement, c'est évident. La patience est le maître mot. Il faut vraiment essayer de trouver la juste dose pour chacun d'entre vous. On a bien géré sa dépendance physique, mais des envies persistent. Que faire? Alors les envies autres que la dépendance physique, mais il y en a plusieurs. Ça peut être par exemple le craving. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Le craving, c'est une envie irrépressible de consommation. Alors une envie irrépressible de consommation, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. C'est-à-dire qu'au début, quand on a arrêté de fumer, on va avoir comme un tsunami qui nous submerge. Vraiment, on a une très forte envie de consommation et ça devient aussi obsessionnel. On n'a vraiment qu'une envie, c'est de pouvoir consommer. Alors, on peut y résister. Il y a une chose qui est importante, c'est ce que je disais, c'est l'information. Parce que quand on sait qu'un craving dure entre 3 et 5 minutes, eh bien, pendant ces 3 et 5 minutes, l'objectif, c'est de détourner son attention de l'envie. Alors, c'est pour ça, parfois, ça fait sourire les patients quand on leur dit mangez une pomme, buvez un verre d'eau. Ils me disent j'ai envie de fumer, j'ai pas envie de manger une pomme ou un verre d'eau. Mais c'est juste qu'il va y avoir 3 à 5 minutes qui vont passer, on sera distrait pendant ce temps-là. Ce qui est important de savoir avec le craving, c'est moins on y répond et plus sa fréquence et son intensité va diminuer. Et à l'inverse, plus on y répond et plus ça va se présenter et plus ce sera puissant.
On va passer d'un tsunami à une grosse vague, à des vaguelettes, et puis après vraiment une eau qui dort. Derrière les envies autres que la dépendance physique, il peut aussi y avoir toutes les habitudes. Dans les habitudes, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer justement toutes les différences qu'il peut y avoir entre la vie pro, le travail, les vacances, la semaine, le week-end, etc. Si on arrive à bien comprendre quel est notre comportement, ce qui va nous pousser à consommer, on va pouvoir contourner et puis mieux répondre aux besoins qui se présentent derrière ces envies-là. Une des craintes régulières qui revient, c'est de se dire: «Mais ouais, mais comment je vais faire quand je serai au travail et qu'il y aura des pauses?» parce que j'ai l'habitude d'aller, fumer avec mes collègues qui fument pendant les pauses du matin, de l'après-midi. Alors j'ai eu un exemple que je trouve assez parlant. C'est une dame qui me disait que justement elle a arrêté pendant le mois sans tabac. Ils se sont regroupés dans l'entreprise, ils étaient quelques-uns à arrêter en même temps et justement, pour éviter de ne pas prendre de pause, parce que souvent c'est l'erreur qu'on fait quand on arrête de fumer, c'est qu'on va plus du tout en pause. Donc non, on continue de prendre des pauses, mais on va créer de nouvelles habitudes. Alors là, plutôt que de sortir dans un premier temps avec les collègues qui fument, on peut rester à l'intérieur, profiter des canapés, boire un café, un thé, ce que vous voulez. Et puis quand on se sent prêt à se confronter à l'odeur de la cigarette et aux anciennes habitudes, eh bien on sort avec les collègues avec qui on avait l'habitude de prendre des pauses. Autre chose qui peut se cacher derrière les envies, c'est peut-être le stress et les émotions. C'est pour ça qu'on vous propose des techniques corporelles, qu'Ensuite vous propose du yoga doux, des étirements, propose aussi des techniques de respiration, parce que toutes ces techniques-là vont vous ancrer en fait dans le moment présent, vous habituer aussi à ressentir ce qui se passe dans le corps. Et pour les émotions, elles se traduisent dans le corps, et donc l'objectif, c'est de pouvoir les détecter dès qu'elles sont assez fines et qu'elles se présentent pour se dire, bah tiens, là, peut-être que je me sens un petit peu angoissé, peut-être que je suis un petit peu en colère ou autre, et donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai besoin de me ressourcer et comment je peux le faire? Un allié à l'arrêt du tabac, c'est l'activité physique. Alors après un accident cardiaque, l'objectif, c'est pas de tout de suite refaire du sport, mais c'est une simple activité physique comme aller marcher, se balader. Quand parle-t-on de rechute et comment la prévenir? Alors déjà, ce qu'il faut savoir en addicto, c'est que la rechute, c'est la règle. Ce n'est pas l'exception. Alors la rechute, on parle surtout de faux pas parce que la rechute, c'est quoi? C'est peut-être on a tiré sur une cigarette parce qu'on a craqué pendant une soirée. C'est peut-être on a refumé une journée, une semaine, peut-être plusieurs semaines. L'objectif, c'est vraiment de retourner vers l'arrêt par la suite. Comment prévenir les rechutes? C'est anticiper justement toutes les situations à risque qui peuvent se présenter. Et il faut savoir que c'est quand même la première année qu'il faut être très vigilant. Parce qu'il va y avoir toutes les premières fois. Les premières vacances, peut-être les premières soirées, il va y avoir les premiers coups durs ou au contraire les grands moments de joie. Et si on a habitué une bonne partie de sa vie à l'avoir accompagné avec le tabac, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais on peut anticiper et apprendre à répondre différemment. Alors en thérapie, on travaille justement sur les schémas cognitifs dysfonctionnels qui se présentent pendant les moments à risque. Les schémas dysfonctionnels, ce sont les pensées. Alors les pensées, elles peuvent être anticipatoires. Par exemple, on va anticiper le plaisir. Elles peuvent sinon être soulageantes. Ça veut dire on va s'imaginer qu'une fois qu'on aura fumé, on se sentira bien mieux. Et puis, elles peuvent être aussi permissives. C'est de celles-là dont il faut le plus se méfier quand on est dans une situation justement à risque de rechute. C'est là, vous savez, c'est quand on va commencer à négocier avec soi-même. On commence à se dire « Oh, c'est pas bien grave, une cigarette, c'est pas pour ça que je vais continuer de fumer, puis bon, j'arrêterai à nouveau demain. » On commence à avoir un flux de pensées comme ça qui se présente. Alors ça, ce qui est important, c'est que là, je vous le raconte, donc ça vous paraît évident, mais on ne l'entend pas toujours, ce flux de pensée. Et donc, on va justement apprendre à le détecter. Et puis, en thérapie, à distance des situations, eh bien, on va trouver des contre-arguments. Et on va essayer de les rendre saillants en mémoire pour que le jour où ça se présente, eh bien, on ait beaucoup plus d'arguments pour l'arrêt et non la rechute. L'ennemi numéro 1 quand on arrête de fumer, souvent, c'est l'alcool. Si vous consommez de l'alcool, vous aurez remarqué qu'au moment où on consomme de l'alcool, on est un peu désinhibé. Et cette désinhibition-là fait qu'on va certainement avoir plus de pensées permissives et être un peu moins contrôlant. Donc c'est souvent associé aux rechutes, les consommations d'alcool. S'il y a rechute, parce que je vous ai dit que c'était la règle, donc il peut y avoir une rechute, l'objectif c'est de se dire je peux contacter mon tabacologue, on peut en discuter, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et parfois ce sont des choses très simples, c'est j'avais pas de substitut nicotinique avec moi. Si on a choisi par exemple aussi d'utiliser la vape dans ces situations-là, peut-être que j'avais plus de liquide de vape, donc du coup j'ai repris une cigarette. On va vraiment essayer de comprendre pourquoi, pour pouvoir anticiper les fois prochaines et que ça ne se reproduise pas. Avec les rechutes, une chose qui est importante aussi à se rappeler, c'est que le jour où on a rechuté, avant cela, il y a certainement eu plein d'autres fois où on a eu envie de refumer et on ne l'a pas fait. Donc ça, c'est important de l'ancrer à nouveau dans la mémoire, de se dire, il y a eu telle autre fois où en fait, finalement, j'ai trouvé telle astuce pour ne pas fumer. Et ça, vraiment, il faut se le rappeler. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a une tendance, et c'est pour notre survie, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pas toujours adapté dans notre vie moderne, une tendance à se souvenir surtout des choses négatives, pour justement qu'on puisse les contourner. Et donc, il faut lui rappeler en permanence ce qui est positif, justement, dans notre parcours face à l'arrêt.
Je n'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver tout seul. Alors évidemment, on peut y arriver seul, arrêter le tabac, on peut le faire tout seul. Mais il faut se dire qu'arrêter tout seul, c'est un peu comme si on faisait un parcours d'obstacles. Il faut escalader, il faut peut-être ramper au sol, etc. Arrêter sans aide, c'est faire ce parcours d'obstacles avec les yeux bandés. Donc vous allez certainement y arriver, mais vous imaginez bien que ça va être difficile. Alors c'est vous qui allez passer les obstacles, hein. C'est pas votre tabacologue, mais il sera sur le côté à vous encourager et ce sera peut-être aussi vos yeux. Donc on y arrive mieux quand on est accompagné. La vape est peut-être plus toxique que la cigarette. On n'a pas assez de recul. Alors la vape, on sait une chose, c'est qu'elle est infiniment moins toxique que le tabac. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, ce qui est toxique dans le tabac, c'est pas la nicotine, c'est le monoxyde de carbone. Et la vape diffuse de la vapeur. Alors c'est pas sans risque pour la santé, mais c'est infiniment moins toxique que le tabac. La diffusion en nicotine est plus lente également. Alors il faut faire attention parce qu'il y a les sels de nicotine. Là, c'est pas le cas. La diffusion est assez rapide, presque aussi rapide qu'une cigarette. Un peu plus lente, mais assez rapide. Donc il faut bien faire attention à être accompagné quand on utilise la vape. Est-ce que la vape peut être un substitut nicotinique? Alors oui, la vape peut être utilisée comme un substitut nicotinique pendant l'arrêt. Donc ça peut être une des stratégies à utiliser pour ceux qui ont vraiment des difficultés à arrêter. Mais il faut le faire de façon accompagnée, c'est-à-dire que l'objectif ce n'étant pas d'avoir de nouvelles mauvaises habitudes. C'est-à-dire que par exemple, un grand nombre de fumeurs aujourd'hui ne s'autorisent plus à fumer à l'intérieur de leur domicile, pour plein de raisons. En revanche, vaper à l'intérieur du domicile ou quand on est assis dans son canapé, très souvent les personnes s'autorisent à le faire. Donc on va essayer de garder les mêmes habitudes qu'avec le tabac, donc c'est-à-dire vraiment prendre un temps pour aller fumer, pour pouvoir l'associer aussi à un besoin, et pas à vaper un peu tout au long de la journée. Quand on n'est pas accompagné, malheureusement, c'est souvent ce qui va se produire.